On t'a peut-être dit que pour réussir en immobilier, il faut faire de l'achat-revente absolument. Ou t'as peut-être aussi entendu qu'il fallait absolument acheter des immeubles de rapport parce que c'est ce qui te rapporte le plus de rentabilité. Et pourtant, de mon côté, j'ai vu des gens se cramer littéralement les ailes parce qu'ils ont appliqué des stratégies qui n'étaient absolument pas adaptées pour eux. Et aujourd'hui, je vais t'exposer les 5 grandes stratégies qui reviennent le plus souvent. Et pour chacune, je vais t'expliquer ce que c'est exactement, les avantages, les inconvénients, mais surtout pour quel profil elle est vraiment adaptée. Mon but, c'est que tu puisses avoir le discernement pour arrêter de copier les stratégies à la mode et que tu puisses choisir celle qui te correspond. Je suis aussi passé par là et donc je sais que les gens cherchent à trouver la meilleure stratégie. Ils veulent savoir la stratégie qui rapporte le plus, qui est la plus passive ou encore celle qui fait prendre le moins de risques possible. Mais ce qu'ils ignorent pour le moment, c'est que la bonne stratégie dépend avant tout de leur réalité. En premier, on a la situation familiale. Il y a une énorme différence entre une maman solo employée et un couple de cadres, par exemple. En deux, il y a le niveau d'épargne. Entre quelqu'un qui épargne 200 euros par mois et qui a 10 000 euros d'épargne au total pour investir, et d'autres qui épargnent 1500 euros par mois et qui ont déjà un capital de 70 000 euros devant eux en épargne, il y a littéralement un fossé entre ces deux profils en termes de scoring bancaire. En trois, on a le niveau de revenu. Tu te doutes bien qu'entre quelqu'un qui gagne un revenu médian à 1800, 1900 euros par mois et un autre profil qui gagne 4500 euros par mois, en fait, entre les deux, il n'y a vraiment pas la même capacité d'emprunt. En 4, il y a le temps disponible. Entre des parents de plusieurs enfants et quelqu'un qui n'en a pas du tout, l'écart peut être multiplié par 10 en termes de ressources de temps entre les deux. Je vous parle de ça parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué quand je suis devenu papa. Mais spoiler alert, c'est pas parce que j'ai été papa au moment où j'ai commencé à investir que je n'y suis pas arrivé. Donc, vous pouvez aussi le faire même si vous êtes parent. En 5, il y a aussi le niveau de tolérance au stress. Là, c'est assez personnel, mais il y a des personnes qui sont plus rapidement stressées que d'autres, tout simplement. En 6, il y a le rapport à la gestion, au chantier, au risque, etc. Et encore une fois, sur ce point, c'est quelque chose de vraiment très personnel et qui va dépendre vraiment des personnalités de chacun. Et en 7, il y a leur marché. Mais ça, j'y reviens juste après. Le problème, ce n'est pas une de ces 5 stratégies en particulier. Le problème, c'est le copier-coller. Une stratégie immobilière, c'est un montage et une stratégie d'exploitation définie en fonction de 3 critères. Et le premier, c'est justement le marché local. Tu te doutes bien que les prix et donc les opportunités n'ont rien à voir en fonction de si tu investis dans Paris ou si tu investis dans une ville moyenne, ailleurs en France, avec des prix 5 à 8 fois inférieurs. Le deuxième point, c'est les objectifs du futur investisseur. Retraite et patrimoine, cash flow et liberté. Ou bien comme moi, tu ne veux rien sacrifier et tu veux tout ça à la fois. Et l'élément clé numéro 3, c'est le profil du futur investisseur. Le temps dont il dispose, l'argent dont il dispose, son tempérament, enfin bref, tout ce qu'on vient de voir juste avant. Bref, il n'y a pas de stratégie ultime, une seule et même vérité universelle. C'est vraiment une équation personnalisée. Avant de voir la première stratégie, pense à mettre un like pour que je puisse voir que ça t'aide. Et surtout, pense aussi à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Et la première stratégie que je vois revenir régulièrement, c'est l'achat, rénovation, revente en résidence principale. Et l'avantage numéro 1 qui revient, c'est l'exonération totale d'impôt sur la plus-value. Mais attention à bien respecter les règles juridiques de tout ça et à réellement vivre dans cette résidence principale et à pouvoir le justifier. Il faut garder les justificatifs de consommation d'internet, consommation d'eau, idéalement même avoir des photos de plusieurs événements qui se sont passés dans ce bien-là. Le but, c'est vraiment de ne pas se faire requalifier pour abus de droit. Le deuxième avantage, c'est vraiment l'accessibilité. Quasiment tous les Français peuvent y accéder. Du moment qu'on a un revenu régulier et un minimum, une bonne gestion de ses finances, on peut acheter une résidence principale. C'est magnifique pour apprendre, c'est très simple, pas beaucoup d'administratifs, etc. C'est vraiment accessible. Et c'est un super moyen pour apprendre, gérer un chantier ou faire des travaux soi-même si on a les compétences. Et comme la vie est équilibre, il y a toujours avantages et inconvénients. On ne peut pas éradiquer tous les inconvénients. Voilà, je tiens vraiment à ce que tu aies une perception plus juste de tout ça. Donc maintenant, on va voir les inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que cette stratégie nécessite soit de vivre carrément dans le chantier, ou bien, selon ton organisation, de gérer un chantier puis ensuite d'y vivre. Ce qui repousse le temps où tu vas pouvoir aménager dans le bien et le moment où tu vas enfin pouvoir le revendre. Le deuxième gros inconvénient de cette stratégie, c'est que si tu souhaites itérer plusieurs fois cette opération, il va falloir que tu déménages plus fréquemment. Ce qui, selon moi, est le plus judicieux, c'est justement de profiter des événements de la vie pour faire ce type d'opération. Typiquement, un changement de travail, une naissance, etc. Tu deviens propriétaire une première fois d'un bien, tu le revends quand tu t'installes en couple, tu le revends quand vous avez votre premier enfant, tu revends quand tu as un nouvel emploi et que tu changes de ville, etc., etc. Attention d'avoir toujours un motif pour cette vente pour ne pas être requalifié en tant que marchand de biens. Alors, pour qui est cette stratégie?
A priori, je dirais que c'est plutôt pour des primo-accédants. Vous êtes encore en location ou tu es encore en location et tu veux faire ton premier investissement immobilier. Ça t'intéresse de faire un gain en capital. C'est super de pouvoir dire que tu achètes une résidence principale et même d'acheter ta résidence principale tout simplement en étant juste plus malin, en sachant que tu vas négocier et que tu vas apporter de la valeur pour créer un gain en capital à la sortie. Tu ne sais pas encore quand, mais voilà, un jour tu sais que tu revendras parce que la vie fait que. Et donc ce jour-là, tu as envie d'être bénéficiaire tout simplement. En tout cas, ça nécessite une certaine flexibilité. Ça marche beaucoup moins si vous êtes déjà installé en couple avec des enfants qui vont à une école, etc. et que vous avez votre résidence principale à cet endroit-là. Voilà, ça marche moins bien si tu ne souhaites pas la revendre en tout cas. Je l'ai déjà un peu évoqué, mais il y a aussi cet aspect accessibilité. Si tu as un profil tout simplement avec un revenu médian et que tu as simplement déjà une plutôt bonne gestion de tes finances personnelles, tu peux y accéder. Pour la résidence principale, les financements sont un peu plus accessibles que pour du locatif. C'est également plutôt adapté si tu as un profil avec une capacité d'emprunt plutôt limitée. Et c'est également plutôt adapté si tu as un profil qui cherche à faire un gros gain en capital à moyen terme. Ensuite, la deuxième stratégie que je vois revenir particulièrement en ce moment et qui est vraiment mis en avant, c'est l'achat-revente, mais en tant que marchand de biens. Et tu vas voir que mon avis est plutôt différent de ce qui se dit en ce moment autour de cette pratique. Mais en tout premier, je vais quand même te présenter les avantages de cette stratégie. On peut faire des gains potentiellement très élevés en assez peu de temps. Je vais mettre une petite parenthèse à condition de savoir le faire. Et j'y reviens plus tard. Le deuxième avantage que j'y vois, moi, c'est que c'est une activité professionnelle stimulante, valorisante et complexe. On arrive maintenant sur les inconvénients. Et le tout premier que je vois, c'est la fiscalité qui est vraiment plutôt lourde sur ce schéma-là. Le deuxième inconvénient, c'est que ça nécessite une structure juridique plus complexe que d'autres stratégies. Le troisième inconvénient, c'est que ça demande aussi un financement adapté. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il va falloir mettre de l'apport. Entre 20 et 30% en général, selon le partenaire financier qu'on a trouvé. Le quatrième inconvénient, c'est le risque opérationnel élevé. Associé à un cinquième qui est que ta responsabilité est grandement engagée. Tu es un professionnel de l'immobilier, tu dois fournir des décennales, etc. On n'est vraiment pas là pour rigoler, c'est une profession. Alors pour qui c'est? Pour quel profil finalement? Je dirais que ça peut être adapté à un profil déjà entrepreneur aguerri. Quelqu'un qui a un capital déjà plutôt conséquent et qui a déjà un bon réseau pour les travaux. Également, tu dois avoir un profil qui est plutôt à l'aise avec la notion de stress et de risque. Et pour l'objectif, je dirais que ton objectif dans cette stratégie-là, c'est vraiment de vouloir devenir chef d'entreprise à 100%. En bref, c'est un métier. Et je n'encourage absolument pas de commencer l'immobilier par cette stratégie-là. Tout comme dans la vie, il faut d'abord apprendre à marcher avant d'espérer courir. Il faut d'abord faire ses premiers investissements avec quelque chose de moins risqué, moins lourd fiscalement et moins lourd sur les responsabilités. La troisième stratégie que je vois le plus revenir, c'est l'achat d'immeubles de rapport. Et évidemment, il y a des avantages, bien sûr, mais il y a aussi des inconvénients dont on parle moins. Commençons par les avantages. Le premier, c'est qu'on vise un achat de gros ou en lot. On va compter sur le fait qu'on achète plusieurs lots en même temps pour avoir un prix plutôt réduit par rapport à la surface qu'on achète. Et ça aide à améliorer le rendement. Le deuxième avantage, c'est aussi que la négociation peut potentiellement être meilleure parce que tout simplement, il y a moins de concurrents sur ce type de bien-là. Et aussi, les chiffres sont plus gros. Donc, même un petit pourcentage sur un plus gros chiffre, ça fait des plus grosses sommes économisées. Le troisième gros avantage, c'est la maîtrise des charges. Du moins quand on achète en monopropriété. Ça veut dire que tout l'immeuble nous appartient uniquement à nous et qu'on n'est pas en copropriété. Et le dernier gros avantage de l'immeuble de rapport, c'est la dilution du risque de vacances locatives complètes parce qu'on a plusieurs loyers dans un même bien pour payer la seule mensualité qu'on a. Et justement, ce qu'on va chercher à faire, c'est qu'il y ait 50 à 70% des montants des loyers totaux qui vont couvrir la totalité de tous les frais qu'on a et que les 30 à 50% restants soient de la marge nette. Mais comme je te l'ai dit au début, il n'y a pas de baguette magique, la vie est équilibre. Là où il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients. Et donc maintenant, on va voir les inconvénients d'acheter des immeubles de rapport. Le tout premier inconvénient, et pas des moindres, c'est que ça nécessite plus de fonds propres. Même si on arrive à se faire financer sans apport, le fonds d'urgence n'est pas du tout le même si on achète uniquement un seul appartement autour de 100 000 euros et 500 euros de mensualité de prêt, que si on achète un immeuble de 10 appartements à 500 000 euros et 2 000 ou 3 000 euros de mensualité de prêt. Le deuxième gros inconvénient, c'est la gestion qui est plus complexe. Il y a plusieurs lots, c'est bien, ça apporte un avantage, mais ça a aussi son inconvénient, c'est qu'il y a plusieurs locataires, voire des fois aussi plusieurs modes d'exploitation. Il faut être à l'aise avec plusieurs notions en même temps. Et le troisième inconvénient d'acheter un immeuble de rapport, c'est la concentration géographique des revenus. Je m'explique. Si tu as tes 10 appartements dans la même ville et qu'il y a un problème qui survient dans cette ville, tu peux potentiellement avoir un problème avec tes 10 loyers. Alors que si tu avais acheté tes 10 appartements sur 5 villes différentes,
Un gros problème dans une seule ville ne viendrait pas de réduire à néant l'entièreté de tous tes loyers que tu perçois. Alors, pour qui c'est? Pour moi, cette stratégie-là, elle est plutôt faite pour quelqu'un qui a un profil intermédiaire. Par exemple, quelqu'un qui aurait déjà acheté un premier appartement et qui a pu vérifier par A plus B avec des chiffres, sans se mentir à soi-même, qu'on est bénéficiaire, qu'on a vraiment réussi à créer une marge nette avec son investissement IMO. Parce qu'au final, si on commence avec un premier petit appartement et que finalement on n'a pas tout bien fait et qu'on doit mettre peut-être 10% d'effort d'épargne en plus à la fin du mois ou de l'année, on n'a pas réussi à être vraiment bénéficiaire, on doit faire un effort, eh bien il vaut mieux mettre 10% d'un prêt à 100 000 euros de sa poche que de mettre 10% d'un prêt à 500 000 euros. Donc pour moi, commencer par un immeuble de rapport n'est pas idéal, en tout cas si vous n'êtes pas accompagné de prêt par un mentor. La deuxième caractéristique du profil qui peut s'intéresser à la stratégie des immeubles de rapport, c'est quelqu'un qui a déjà ces notions de gestion de locataires, gestion des travaux. Et donc ça rejoint un petit peu la première. Il faut avoir un minimum d'expérience selon moi avant de commencer à s'intéresser à cette très belle stratégie. Pour moi, l'objectif de quelqu'un qui veut se lancer dans l'immeuble de rapport, c'est avant tout, bien sûr, faire un petit peu de marge, mais c'est avant tout chercher à faire quelque chose de patrimonial et optimal pour la succession. Et à l'inverse du marchand de biens ou de l'achat-revente en résidence principale, ça n'est absolument pas de faire un gain en capital à moyen terme. On arrive maintenant à la quatrième stratégie la plus mise en avant, j'appelle la colocation ou le co-living. Alors en tout premier, on va d'abord voir les avantages. Et le premier gros avantage, c'est qu'on a un meilleur rendement que si on louait la même surface en location classique. Je te donne un exemple. Pour un appartement de 4 chambres, loué de manière classique à une famille pour 1 000 euros par mois de loyer, grâce à cette stratégie d'exploitation de louer les chambres séparément, on va pouvoir potentiellement les louer à 450 euros par chambre. Selon bien sûr une étude de marché que tu auras fait au préalable, il faut rester cohérent par rapport à ce que tu as pu percevoir de cette étude de marché, et ça dépend aussi de la qualité des services que tu proposes au sein de cette colocation. Le fait est là, c'est que si tu loues les chambres séparément à 450 euros par chambre, tu vas pouvoir encaisser 1 800 euros de loyer, là où tu encaissais uniquement 1 000 euros de loyer en exploitant de manière plus classique. Et donc ça fait bien 800 euros de marge brute supplémentaire juste en changeant le mode d'exploitation. Le deuxième avantage, c'est la fiscalité. La colocation est majoritairement faite en location meublée et donc la fiscalité est aussi plutôt avantageuse. Le troisième avantage de la colocation, c'est que souvent la demande est très forte dans les zones tendues. Mais attention, comme je le disais tout à l'heure, à bien faire une étude de marché pour vérifier ça. Et le quatrième avantage, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit pour l'immeuble de rapport, c'est la dilution du risque de vacances locatives complètes parce que justement on perçoit plusieurs loyers pour un seul et unique prêt qu'on a à la banque. Et donc, encore une fois, c'est une notion que tu dois avoir. L'objectif avec la colocation, c'est d'avoir 2 chambres qui payent les charges et 2 chambres qui sont la marge. Et pas d'avantage sans son lot d'inconvénients. Maintenant, on va voir les inconvénients de la colocation. Et le tout premier inconvénient, c'est le turnover qui est beaucoup plus important que si tu le louais en location classique. Le deuxième gros inconvénient que j'ai remarqué, c'est l'entente entre les colocataires. Oui, parce qu'il y a 4 personnes sous le même toit et vraiment, une seule personne peut vraiment pourrir l'ambiance. Excuse-moi de l'expression, mais vraiment, c'est plus souvent dans ce sens-là. Une seule personne de mauvaise humeur, qui fait pas sa part, etc. Ça peut vraiment nuire à la bonne entente globale. Alors pour quel profil c'est? Alors je dirais que ça va dépendre de plein de points, notamment combien tu peux emprunter. Est-ce que tu peux emprunter pour un bien de cette surface-là déjà? Et est-ce que dans ta ville, il y a de la demande? Est-ce que la zone est tendue? Il y a des étudiants, des jeunes actifs, etc. Et l'autre point important, c'est que ton objectif doit avant tout être de faire un peu de cash flow et en même temps du patrimonial, parce que les biens de cette surface-là peuvent assez facilement être revendus comme résidence principale. Et donc, si tu as négocié, apporté de la valeur, que tu as exploité, tu as encaissé de la marge nette pendant plusieurs années, tu as apporté de la valeur, quelqu'un va vouloir acheter une résidence principale, l'effet coup de cœur est plus important, tu as apporté de la valeur, tu as plus de chances potentiellement de faire une plus-value à la sortie. Et maintenant, la cinquième et dernière stratégie qu'on voit le plus en ce moment, c'est la location courte durée. Et pour cause, elle a plein d'avantages. Le premier, c'est le revenu potentiel mensuel très élevé. La location courte durée, c'est ni plus ni moins que le meilleur rendement au mètre carré. Le deuxième avantage, c'est la fiscalité avantageuse. Et oui, encore une fois, comme la colocation, on loue en meublé et donc on a le droit à une structure juridique plutôt avantageuse. Le troisième très gros avantage en faveur de la location courte durée, c'est tout simplement qu'on élimine le risque d'impayé. Et oui, on héberge des voyageurs qui ont payé leur séjour avant même d'avoir séjourné. Donc le risque d'impayé est entièrement éliminé dans cette stratégie.
Et le quatrième avantage, c'est l'accessibilité. Eh oui, on peut y accéder même avec une capacité d'emprunt plutôt limitée. On peut trouver des projets, des studios ou T2 entre 50 et 100, voire 150 000 euros, selon les prix de ta ville, bien sûr. Mais typiquement, moi j'avais déjà un prêt pour ma résidence principale, donc mon taux d'endettement était plutôt bien entamé. Et donc avec ce qui restait, je ne pouvais pas accéder à un grand appartement pour faire une colocation ou à un gros capital pour acheter un immeuble directement. Et donc, avec un petit capital, mais tout en ayant un objectif de créer un maximum de revenus mensuels, eh bien, la location courte durée a été mon premier choix en tout cas. Mais attention, c'est pas parce que je l'utilise que je vais te dire que c'est une baguette magique. Il y a aussi des inconvénients et en l'occurrence, je sais de quoi je parle. Le premier inconvénient, c'est la réglementation locale très changeante, surtout ces dernières années. Il faut vraiment avoir une capacité d'adaptation. Et attention, selon quand tu regardes cette vidéo, à bien regarder quelles sont les réglementations dans ta ville. Parce que déjà aujourd'hui et dans ma propre ville, en seulement 5 ans d'exploitation, il y a eu plein de changements. Le deuxième inconvénient, c'est qu'il peut y avoir beaucoup de gestion si tu gères toi-même et surtout si tu as plusieurs appartements à louer en location courte durée. Alors je te rassure, tu vas pouvoir espérer un bon revenu, l'équivalent d'un SMIC, sans y passer 150 heures comme un salarié le ferait. Tu y passeras une dizaine d'heures ou peut-être une vingtaine d'heures. Mais quand même, quand on a une activité principale, eh bien, il faut être prêt à l'assumer. Ça ne correspond donc pas à tous les profils de gérer soi-même. Mais je te rassure, il y a des solutions. On peut aussi déléguer la gestion. Ce qui m'emmène au troisième inconvénient, c'est que si tu souhaites déléguer ta location courte durée, il va falloir bien chercher pour trouver un bon prestataire, un bon niveau de prestation-prix. Et l'autre inconvénient de déléguer la gestion de sa location courte durée, c'est que tu vas devoir te faire à l'idée que ta marge nette baisse. Bah oui, tu donnes du temps de travail à quelqu'un, il va falloir le rémunérer et donc ça te fait moins d'euros nets dans ta poche. Mais rassure-toi, dans la majorité des cas, tu feras toujours plus de marge même en déléguant à quelqu'un la gestion que si tu avais exploité en location classique. Et comme j'aime bien dire, il vaut mieux 50% de quelque chose que 0% de rien du tout. Et le dernier inconvénient que je vois, c'est la forte dépendance aux plateformes. Alors bien sûr, tu peux avoir ton propre site de réservation pour être 100% indépendant, mais avant d'avoir une clientèle suffisamment volumineuse via ce biais-là, il va se passer plusieurs mois, voire années. Alors pour qui c'est? Pour quel profil finalement? Déjà au niveau de ton marché, est-ce que ta ville est plutôt touristique ou est-ce qu'il y a une forte demande professionnelle? Est-ce que c'est un bassin d'emploi ou une ville très touristique? Le deuxième point, c'est qu'il faut soit que tu aies du temps pour t'en occuper toi-même, soit être prêt à mettre un peu de temps à trouver un bon prestataire. Le troisième point pour savoir si cette stratégie-là te correspond, c'est de savoir est-ce que ta capacité d'emprunt est relativement limitée. Auquel cas, tu peux éliminer la stratégie de la colocation, éliminer la stratégie de l'immeuble de rapport. Et aussi, cette stratégie-là va te correspondre si tu souhaites faire un maximum de marge nette tout en ayant cette capacité d'emprunt limitée. Donc tu vois, aucune de ces stratégies n'est vraiment la meilleure dans l'absolu. Elles sont juste différentes avec leurs propres caractéristiques. Et si tu veux éviter de perdre du temps, de l'argent et de la motivation, le plus important, c'est de ne pas copier bêtement la stratégie de quelqu'un d'autre, mais plutôt de choisir celle qui te correspond. Et si tu veux qu'on prenne le temps d'étudier ensemble ta situation, tes contraintes, tes envies, ton marché et ton objectif, je propose un accompagnement totalement personnalisé sans modèle préfabriqué. Et maintenant, si tu veux en apprendre encore plus, clique sur le lien dans la description pour voir ma vidéo bonus. Dans cette vidéo de 15 minutes, tu vas comprendre comment je suis passé de salarié déprimé de ne pas voir ses enfants grandir et de voyager plus souvent à investisseur immobilier qui a remplacé son salaire en moins de 2 ans. Et surtout, les 5 clés de ma méthode qui vont te permettre d'y arriver aussi en fonction de tes critères à toi. Et maintenant qu'on a vu ces 5 stratégies, j'espère que ça t'a aidé à définir quelle est la meilleure stratégie pour toi. En tout cas, tu l'as compris, je peux t'aider à le définir. Et avant de passer à la prochaine vidéo, n'oublie pas de mettre un like pour que je puisse voir que ça t'aide ce que je te partage. Et surtout, à t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne rien rater. Je te dis à très bientôt.